Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs, et le monde lui-même un énorme canular. On se spam les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatif, parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Cette vidéo a fait le tour du monde, on y voit des enfants absorbés par leurs écrans. Si absorbés que quand on remplace leur décoration d'intérieur, leur maman par une parfaite inconnue, ou qu'on opère un changement de frère, eh bien rien. Le monde pourrait s'arrêter de tourner. Nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans et aujourd'hui chez les ados, c'est avant tout Instagram, YouTube et surtout Snapchat qui ont la cote. L'humain il est mécanique mais il est complexe mais pas forcément très évolué dans le sens où il n'a pas besoin de grand chose pour se sentir valorisé. Il suffit d'une petite bouillie de pixels sur un écran, un petit son, une petite musique pour qu'on se sente valorisé et que ça fonctionne. Par exemple, une photo que j'ai prise moi, si je la poste sur un réseau social, c'est qu'elle me plaît. Donc elle dit quelque chose de moi, c'est-à-dire je suis en train de dire aux autres, voilà, ça c'est ce qui m'intéresse moi, voilà une partie de moi que je vous dévoile. Donc si j'obtiens des likes, c'est pas grand chose, mais c'est un petit cœur rouge, un petit son qui fait que ça suffit pour me dire tiens, ce que j'ai fait mérite de l'intérêt. C'est peut-être un nouveau mode de vie, parce qu'avant les gens se croisaient, ils se disaient bonjour, puis maintenant ils se croisent, ils se disent bonjour sur Insta. En 1989, avec la chute du mur de Berlin et des régimes communistes, c'est le point de départ de la mondialisation moderne, parce qu'elle va ouvrir un champ considérable à l'économie de marché. C'est à partir de ce moment-là que les multinationales se projettent dans le monde entier. 4 ans plus tard, 1993, c'est la constitution du grand marché unique européen qui supprime les frontières nationales, justement pour permettre la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. L'année d'après, en 1994, c'est la naissance de la première start-up Yahoo et le début de l'essor du web. L'Internet va contribuer à rétrécir la planète grâce aux échanges instantanés qu'il permet. 7 ans plus tard, c'est l'arrivée dans l'économie mondiale d'un territoire énorme, la Chine, qui intègre alors l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et c'est à ce moment-là que les délocalisations s'accélèrent. 2007, c'est l'arrivée de l'iPhone d'Apple, et c'est le symbole de l'apogée de la mondialisation. D'abord parce que ce téléphone sera bientôt l'un des plus vendus au monde, mais surtout parce qu'il est fabriqué avec une chaîne de fabrication qui mobilise une dizaine de pays. C'est un produit véritablement mondial. Mais ça ne dure pas. 1 an plus tard, c'est l'infarctus de la mondialisation avec la faillite de la banque Lehman Brothers qui déclenche une crise économique très profonde. C'est à ce moment-là que le monde commence à se refermer. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. C'est-à-dire qu'il y a un changement de cap, le monde change de cap, il y a un mouvement de bascule après 20-25 ans de mouvement vers l'ouverture. Changement complet. Le commerce mondial a déjà changé. Regardez cette courbe. C'est l'évolution des importations des pays développés depuis 20 ans. C'est une mesure du commerce international. Et on voit très bien la première phase, 1995-2008, l'extraordinaire croissance des échanges, suivie par la crise, justement, l'infarctus dont nous parlions à l'instant, et puis aujourd'hui une petite reprise pénible où l'on retrouve à peine le niveau d'avant la crise. La mondialisation s'est infléchie. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances.
57 milliards d'euros. Écoutez bien ce chiffre. C'est le montant des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires record, Victor. En tout cas, un pactole en hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Les plus généreux, Total, la BNP Paribas et Sanofi. Près de 5 milliards d'euros de dividendes chez le laboratoire Sanofi qui vient d'annoncer 750 suppressions d'emplois en France, je le dis en passant. Les grandes entreprises françaises sont en bonne santé et l'année 2019 s'annonce même meilleure selon les experts. Où ce sont des gens qui vivent de peu, où ce sont des gens qui se ruent sur une marque de pâte à tartiner qu'ils ne peuvent pas offrir tous les jours à leurs enfants, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et parce que lorsque vous avez un pot de pâte à tartiner que vous vendez habituellement 4,70 € et que vous faites une promotion à 1,40 €, je comprends que ces gens qui veulent faire plaisir à leurs enfants puissent aller sur place pour essayer d'acheter un pot. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règles de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règles de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Nicolas était ouvrier agricole. Une perte d'emploi, un statut fragile d'auto-entrepreneur et c'est la chute. En 4 mois, le couple se retrouve à la rue. Avant d'être en caravane, j'étais dans ma voiture. Une voiture, moins 6, moins 7, on le sent passer. Dans la caravane, tu peux quand même aller te laver, manger, laver ton linge à la main. Il n'y a pas photo, ici, pour nous, c'est Club Med. Ce couple de trentenaires n'oubliera jamais ce mois de galère où ils n'avaient que leur voiture pour survivre. Les nuits glacées, les morsures du gel, une descente aux enfers qui a laissé des traces. Tout ce que j'ai eu au niveau des dons. Une solidarité 2.0 qui a sorti le couple de la rue. Des retraités qui m'ont acheté un bon manteau. Je le mets quand il y a beaucoup de personnes qui m'invitent à manger, tout partout. Donc j'en prends vraiment soin. Nous avons eu des couvertures comme ça, assez épaisses, quoi. Alors j'ai eu des t-shirts, parce que je n'avais plus. Des pantalons, j'en ai plein. Alors que t'en restais un ou deux et quoi? Et une veste qui tient chaud. Et en dessous j'ai un pull. Un pull polaire, quoi. Ouais. Et vous aviez quoi avant? Avant j'avais rien sur moi, quoi. Et moi, rien, quoi. Voilà. Vous évoquez l'emploi dans des zones à développer. Ça nous amène à un autre thème de l'actualité dans ce moment. Président des riches, disait-on tout à l'heure. Vous nous avez répondu. Président des villes aussi. Vous avez cette image je vais vous répondre du citadin alors que vous êtes Picard. Je vais vous répondre. Merci de le rappeler, j'en suis fier. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Moi, je suis président de tous les Français. Mais être président de tous les Français, ça n'est pas montrer du doigt une catégorie et faire qu'ils aillent moins bien, ou les villes ou les métropoles parce qu'elles iraient mieux. Je suis président de tous les Français. Il n'y aura pas de révolution écologique sans révolution sociale. Sur la première révolution, mettez vos discours en acte. Et sur la deuxième, les Français n'attendent pas la mendicité avec les chèques énergie, mais d'augmenter leur pouvoir d'achat et d'augmenter les salaires et les pensions de retraite. La colère gronde sur tout le territoire face à l'augmentation des prix du gaz, du fioul domestique et de l'essence. Elle est légitime car elle exprime le sentiment d'assister à un véritable hold-up fiscal. Vous faites payer une fiscalité maquillée en vert aux familles populaires et aux classes moyennes. Or, ce sont ces familles qui subissent déjà les salaires bloqués, le SMIC non revalorisé et les pensions de retraite qui baissent avec la hausse de la CSG. Tout ceci pour compenser vos cadeaux fiscaux aux plus riches avec la baisse de l'impôt sur la fortune et les cadeaux fiscaux aux entreprises comme le CICE qui aura coûté 99 milliards d'euros pour un effet quasi nul sur l'emploi. Alors que le réchauffement climatique entre dans un cycle infernal, vous trouvez le moyen de taxer le smicard qui gagne 1153 € et qui n'a pas d'autre choix que de faire 35 km par jour en voiture. Savez-vous, monsieur le ministre, qu'il y a aujourd'hui 18 millions de Français
en zone blanche des transports publics. Par contre, vous ne taxez surtout pas l'entreprise Total, qui réalisait en 2017 plus de 8 milliards de bénéfices nets. La lutte contre le réchauffement climatique est impérative. Mais pour la mener efficacement, arrêtez de fermer les petites gares, arrêtez vos bus Macron qui roulent au diesel, stoppez le forage offshore de Total en Guyane, développez les transports publics et parlons de la gratuité, taxez le kérosène et les croisiéristes, taxez Total et les sociétés d'autoroutes. Mieux même, renationalisation de ces autoroutes pour qu'elles participent à cet enjeu de société. Monsieur le ministre, allez-vous arrêter de taxer les Français et vous attaquer enfin au lobby? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 mois? On a pris un engagement inédit. Il n'y a aucun autre pays au monde qui le fait. On va fermer toutes les centrales à charbon. Dans ce quinquennat, je ne dis pas dans 15 ou 20 ans, dans ce quinquennat. Ce qui pour les émissions est un combat essentiel. Tout sera fait avant la fin 2021. Deuxième point, on n'octroie plus de nouveaux permis d'hydrocarbures, d'exploitation. Là aussi, on est quasiment l'un des seuls, alors qu'on a sur plein de nos côtes des opportunités et on met tout en extinction à horizon 2040. Troisième point, on augmente le prix du diesel. On rend du coup les choses plus chères, ce qui est impopulaire, c'est progressivement une transition. Et puis on a une prime à la conversion pour que les Françaises et les Français achètent des voitures beaucoup moins polluantes. Donc les choses sont en train de se faire. L'impatience, je la comprends, elle est là. Mais l'écologie politique, elle ne se fait pas du jour au lendemain. On doit contrarier des décennies de choix industriels, d'habitudes. Moi j'ai pris des engagements clairs, je les tiendrai. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais. 60 millions de consommateurs avaient déjà alerté. L'ANSES prend le relais. Pour la première fois, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a analysé la composition des couches pour bébés. Résultat, on y trouve tout un tas de produits au nom très compliqué. L'ANSES a identifié une soixantaine de substances chimiques à risque, notamment des traces de pesticides interdits. Alors d'après l'agence, il n'y a pas de danger grave et immédiat, mais le risque sanitaire n'est pas exclu. Et surtout, on se demande quand même un peu ce que toutes ces substances font là. Et pour parfaire le tableau, au-delà du déni de la liberté du patient et de son consentement éclairé, au-delà du potentiel risque sanitaire, le trou de la sécurité sociale pourrait bien se creuser encore davantage. En effet, l'extension de l'obligation vaccinale devrait coûter entre 10 et 20 millions d'euros, une projection qui varie donc du simple au double. Avec une telle précision, pas étonnant que les réponses aux interrogations sur l'impact des vaccins soient aussi opaques. À 50 km de Paris, Geoffrey Van Hals cultive du blé, de l'orge et du colza. Je vais vous montrer un bidon de glyphosate. Le renouvellement pour 5 ans de l'autorisation du glyphosate le rassure. Mais le délai de 3 ans évoqué par Emmanuel Macron poserait un sérieux problème de concurrence selon lui, en raison du CETA, l'accord conclu avec le Canada. Ce qui est incroyable, c'est qu'on va l'interdire en France. Et à côté de ça, le gouvernement est en train de négocier les accords du CETA pour faire venir du maïs et du soja OGM qui sont traités 10 fois plus que nous. En 2004, Paul François a inhalé les vapeurs d'un puissant herbicide, le lasso, aujourd'hui interdit. Depuis, il s'est reconverti en bio. Il y était pourtant réticent, mais les chiffres sont là. Il vend aujourd'hui son blé 4 fois plus cher qu'avant. Techniquement, c'est des belles surprises. C'est des belles surprises parce qu'on en vit, et on en vit bien. Et puis, on retrouve un plaisir à maîtriser nos productions, à ne pas dépendre de... Sinon, on est uniquement des prestataires quand on fait de la chimie. Souffrant de vertiges, nausées et coma depuis son accident, pour lui, aujourd'hui, aucun doute, l'interdiction du glyphosate s'impose. Et ce délai de 5 ans l'inquiète. Ce qu'il faudrait être sûr, en tous les cas, c'est que pendant ces 5 ans, ce ne soit pas une période qui permette aux firmes de nous sortir d'autres études et qui remettent en question dans 5 ans l'interdiction de ce produit. Interdite dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation du glyphosate le sera aussi pour les particuliers à partir de début 2019. Le docteur qui l'a suivi a clairement identifié qu'il y avait un problème de comportement, que c'était du neurologique. Et de là, fil en aiguille, de se poser la question pourquoi. De regarder, le thermotisme est fini par apparaître. Erwan souffre d'autisme et on décèle un déficit de tonus musculaire chez Azenor. Durant sa grossesse, leur mère continuait à prendre de la dépakine pour soigner son épilepsie. Avec l'aide des associations de victimes, le couple réalise qu'il existe un lien entre ce médicament et les pathologies de leurs enfants. Les bébés ont-ils consommé du lait contaminé entre 2005 et 2017 ? On ne peut pas l'exclure pour le patron de Lactalis. Dans les colonnes des Échos, Emmanuel Beignet donne sa version sur la crise sanitaire qui a frappé son groupe. Ce sont bien des travaux qui ont libéré des salmonelles sur son site de Cran en Mayenne. La bactérie responsable est la même que celle de 2005. 140 bébés étaient alors tombés malades. Les grossesses se sont déroulées dans la même zone géographique, près de l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône. 3 cas de bébés sans bras signalés par les familles elles-mêmes. Ce qui
nous a interpellés, c'est la proximité dans le temps. Ce sont des enfants qui sont nés en juin, en août et en novembre, de mémoire, dans une zone géographique assez limitée. Il pourrait s'agir d'un nouveau cas groupé de malformation, un cluster, comme ce fut déjà le cas dans l'Ain ou le Morbihan. Car pour les scientifiques, ce type de malformation, appelée agénésie transverse des membres supérieurs, se produit normalement lors d'une naissance sur 10 000. Association de victimes et certains spécialistes demandent un recensement global de ces naissances. L'étang de Berre abrite plusieurs sites industriels. C'est une zone connue pour être polluée. Pour le moment, l'Agence nationale Santé publique France n'a toujours pas déterminé la cause commune à ces malformations. Révèle que la rémunération des actionnaires s'est envolée de 12,9% au deuxième trimestre et la France fait figure en la matière de championne. Simon Récotier. C'est un record dont profitent les actionnaires du monde entier. Jamais les entreprises n'ont distribué autant de dividendes qu'au deuxième trimestre 2018. 497,4 milliards de dollars. En un an, ce chiffre a progressé de 12,9%. Signe que l'économie mondiale se porte bien selon une récente étude. Confirmation aussi que la reprise a concerné presque toutes les régions du monde. En Europe, record de versement de dividendes en France, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark et en Irlande. Championnes d'Europe, les entreprises françaises ont distribué 50,9 milliards de dollars, un dixième du total mondial. Une progression de 23,5% par rapport à 2017. Le chômage monte de 0,5% au troisième trimestre après une hausse de 0,2% au deuxième et au premier trimestre. Ce sont les chiffres de Pôle emploi publiés ce midi. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? D'abord, la catégorie A de Pôle emploi, ceux qui n'ont absolument aucune activité. La hausse, effectivement, est de 0,5%. Ça fait 16 300 personnes de plus. 3 700 000 personnes en France métropolitaine. Et puis après, la hausse aussi pour catégorie A plus catégorie B plus catégorie C. Ce sont les catégories où on trouve les gens qui ont une activité réduite courte ou une activité réduite longue. Là, on est sur une hausse de 0,4% et ça nous amène le total de chômeurs en France à presque 6 millions. 5 900 000, nous dit Pôle emploi, France métropolitaine. Je rappelle qu'il y a deux catégories qui sont hors des radars, pas considérées comme chômeurs. Catégorie D, les gens qui sont en formation, en contrat d'insertion par exemple ou en maladie. Et la catégorie E, où on va trouver par exemple les contrats aidés ou les créateurs d'entreprises qui donc ne sont pas dans les radars du nombre de chômeurs en France. Alors que le secteur automobile est en permanence pointé du doigt en matière de pollution, le transport maritime échappe à la critique et brûle le carburant le plus sale du monde. Mais il y a environ 10 ans, quelques scientifiques ont commencé à étudier les effets de la consommation de ce carburant, particulièrement dans les régions littorales. Et ils ont découvert que ce fuel résiduel avait une très forte teneur en soufre, en particules, et que sa combustion générait environ 3000 à 3500 ppm de soufre. C'est ainsi qu'on calcule, en partie par million, ppm. À titre de comparaison, une voiture dans l'Union européenne, selon la loi, doit émettre moins de 15 ppm de soufre. Alors ils ont commencé à faire des comparaisons entre les voitures et ces bateaux. Et ces calculs révèlent qu'un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Le rapport est passé inaperçu. C'était en septembre dernier. Les services de la répression des fraudes découvrent que des compléments alimentaires non autorisés, fabriqués à partir d'OGM et destinés à l'alimentation animale, ont été distribués illégalement dans plusieurs pays d'Europe. À l'origine de la fraude, une usine installée en France et gérée par une société nippone. Il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. La phrase polémique d'Emmanuel Macron, la voici. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. C'est un peuple qui déteste ça. Cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il est au cœur de l'affaire la plus embarrassante pour Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Alexandre Benalla, ex-collaborateur du président français, a été mis en examen ce dimanche, tout comme Vincent Crasse qui lui est employé de La République En Marche. Le parquet de Paris les suspecte de violence en réunion, d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique et de port illégal d'insignes réglementés et d'armes de catégorie B. Les faits remontent au 1er mai dernier. Les deux hommes ont été identifiés dans une vidéo publiée mercredi dernier par le journal Le Monde. On les voit sur ces images équipés comme des policiers. Ils se mêlent au CRS et molestent 2 personnes. Mais l'affaire Benalla ne s'arrête pas là.
3 policiers ont aussi été mis en examen. Maxence Crezat, commissaire, Laurent Simonin, contrôleur général, et Jean-Yves Huneau, officier de liaison avec l'Élysée. Le soir des révélations du Monde, les 3 hommes auraient communiqué sans autorisation des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla. Ils sont aujourd'hui suspectés de violation du secret professionnel et de détournement d'images de vidéoprotection, un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Jamais, dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à tous ensemble. La semaine précédente, la semaine d'avant à Paris? Alors j'ai pas pu parce que on a plus de sous. Alors moi le 17 j'avais plus de sous, le 24 j'avais plus de sous, le 1er la paye est pas tombée et puis le 8 on peut se permettre d'y aller donc on y va. Je pense que Macron il est dégoûté, il n'y a pas un casseur, il n'y a pas une casse, ils attendaient que ça et au final on se fait que charger, ils nous poussent, ils nous reculent, ils nous avancent, on est juste là pour dire qu'on n'est pas content et on se fait gazer. Ah moi j'ai chialé une bande de fois aujourd'hui. Avenue Wagram, il est 19h. Ce fast-food est fermé, mais des manifestants en ont forcé la porte. Ils vont s'en mordre les doigts. Car les forces de l'ordre vont littéralement s'acharner sur eux. Nous avons compté les coups de matraque que cet homme a reçus au sol. Il y en a 13. Frédéric a été touché par une grenade lancée par les forces de l'ordre. Ça fait chaud au cœur. Ça me rendra pas ma main, mais... Il ne pourra plus jamais exercer son métier. L'amarrage des gros bateaux dans le port de Bordeaux. Ce père de 2 enfants est le premier grand blessé du mouvement en Gironde. Ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner prend le temps de recevoir notre équipe. Avec une certaine décontraction. C'est quoi le groupe M6, les chaînes? Je peux regarder Gulli? Rendez l'ISF d'abord, monsieur le Président. Dès votre entrée à l'Élysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Allait-il dormir sous les ponts, vos amis de chez Rothschild? Risquait-il la soupe populaire, vos mycènes millionnaires? Il faut le croire. Vous avez donc offert 5 milliards d'euros sur un plateau aux nouveaux seigneurs, à vos donateurs, aux maîtres de la pharmacie, aux maîtres de la téléphonie, aux maîtres de la chimie, aux maîtres des start-up. Dans la foulée, à votre bande organisée, vous avez délivré la flat tax, et l'exit tax, et le secret des affaires, et le CICE doublé. C'était l'urgence sociale à n'en pas douter. Tout pour ceux qui ont tout, et rien pour ceux qui ne sont rien. Les grandes familles peuvent vous remercier, elles étaient déjà repues, vous les avez gavées. En un an, leur patrimoine a bondi de 14%. En 12 mois seulement, en 12 mois de travail acharné. Car c'est un vrai métier de privilégier les privilégiés. Ah, c'est une rude tâche de favoriser les favorisés, d'expliquer sans cesse à un peuple ignare et géniard que c'est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du pays. Car en même temps, avec audace, vous allez partout réclamant des sacrifices. Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi tous en cœur? Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 € d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience? Rends l'ISF d'abord. Vous augmentez les taxes sur l'essence. Et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilets jaunes? Rends l'ISF d'abord. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord. Rendez l'ISF d'abord.
Sur ces images, un gilet jaune blessé par un lanceur de balles de défense. Selon les manifestants, cette arme non létale utilisée par les forces de l'ordre aurait blessé des centaines de personnes depuis le début du mouvement. Face à la controverse, Christophe Castaner veut instaurer plus de transparence. Dans toute la zone possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a des balles, des contestations, des contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Selon les syndicats de police, l'expérimentation pourrait être bénéfique. La mesure pourrait avoir un effet préventif. Alexandre Benalla a-t-il utilisé des passeports diplomatiques pour voyager en Afrique après avoir été démis de ses fonctions à l'Élysée? Oui, selon Mediapart. L'un des passeports lui a été délivré en mai 2018, comme le prouve ce document que nous nous sommes procurés. Alexandre Benalla s'engage à restituer le passeport à la fin de sa mission. L'utilisation de ce type de laissez-passer est très réglementée. Un passeport diplomatique, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous représentez la République française, soit que vous êtes statutairement diplomate, soit que les fonctions que vous occupez font que vous avez en charge des missions diplomatiques. Ce n'est évidemment pas le cas de M. Benalla, ni quand il était à l'Élysée d'ailleurs, mais encore moins aujourd'hui. Les attentats terroristes. Vous avez remarqué qu'il n'y en a jamais en Suisse. Et vous avez déjà pris l'avion, vous avez vu comment ils nous font chier pour prendre l'avion. On peut même pas passer un couteau suisse ou une pince à ongles quand tu prends l'avion. Ils veulent nous faire croire que c'est des passagers qui montent les bombes. Non, les bombes montent à l'escale avec des passeports diplomatiques ou dans le personnel. On se démerde, mais c'est sûrement pas des mecs qui prennent l'avion. Et puis après, on apprend qu'un attentat en Italie qui avait fait 80 morts avait tout simplement été préparé par les services secrets italiens. Citoyennes, citoyens, le 11 janvier 2019, Christophe Castaner invente le concept de complicité de violence en manifestation. Ceci n'existe dans aucun code, aucune loi, aucune infraction. En réalité, il semblerait que ce soit très clairement une menace envers ceux qui veulent se mobiliser et exprimer leurs revendications de manière légitime. Très clairement, il semblerait que ce soit une infraction à l'article 431-1 du Code pénal. Je vais vous en faire la lecture. L'article 431-1 du Code pénal dit que le fait d'entraver d'une manière concertée, en l'occurrence le gouvernement, et à l'aide de menaces, les déclarations sur brut du 11 janvier 2019 de Christophe Castaner. L'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion, de manifestation est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destruction ou dégradation au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est pourquoi je vais déposer une plainte auprès du procureur qui est lui-même auprès de la Cour de cassation, à savoir le procureur Molins, de sorte à ce que M. Castaner puisse être poursuivi devant la Cour de justice de la République. Pour ce faire, le courrier que je vais envoyer à M. Molins sera mis à la disposition de toutes les citoyennes et tous les citoyens qui le souhaitent dès le début de la semaine prochaine sur les réseaux sociaux, mon Facebook, mon Twitter, mon blog, de sorte à ce que chacun puisse agir de la sorte en citoyen ou en citoyenne pour évidemment défendre cette liberté constitutionnelle du droit de manifester dans ce beau pays qu'est la France. Vraiment, les propos de Christophe Castaner sont intolérables. J'appelle à la mobilisation générale. Si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc... Si on les écoutait, les riches c'est les méchants, les pauvres c'est les gentils. Et puis tout le monde veut devenir méchant, quoi. Ah, ils se foutent bien de notre gueule, hein. On est en mesure de se poser la question, y a-t-il une vie avant la mort? Les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe porc qui dit « Ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Les acteurs des télécommunications en France
qu'il s'agisse de M. Drahi ou de M. Niel ou des autres, mais je parle de ces deux-là principalement parce qu'ils ont procédé à des opérations ces derniers mois, me trouveront toujours à leur côté quand il faut les aider à conquérir le monde. Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo, au Japon. Le patron de Nissan et de Renault est en ce moment entendu par la justice japonaise concernant des soupçons de fraude fiscale. Nissan vient de confirmer que Carlos Ghosn avait dissimulé des revenus au fisc japonais et utilisé des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Vous me traitez d'extrémiste? Non, je vous ai pas traité d'extrémiste. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes un extrémiste? Eh bien, je vous réponds, est-ce que j'ai une tête d'extrémiste? Mais quand on soutient Éric Drouet, quand on soutient Mais Éric Drouet n'est pas un extrémiste, Maxime Nicole n'est pas un extrémiste, Priscilla n'est pas un extrémiste. Ça, c'est le discours médiatique. L'extrémiste, il n'est pas de ce côté, cher monsieur. Il est où l'extrémiste? L'extrémiste, il est au niveau des gouvernants qui nous traitent avec mépris, qui nous traitent avec arrogance, qui font des déclarations qui sont dangereuses pour la paix sociale, qui sont dangereuses. Et après, ils s'étonnent que les gens se mettent en colère. Quand on vous déclare, monsieur de l'Élysée, venez me chercher, faut pas s'étonner si les gens se mettent en colère. Quand vous déclarez... C'était pas dans ce cadre-là, hein. Venez me chercher, c'était sur l'affaire Benalla. Oui, mais cher monsieur, quand on déclare ça officiellement à l'ensemble du peuple, faut pas s'étonner des conséquences. Quand on déclare, mais j'ai affaire à une foule haineuse, dans des vœux, comment vous voulez que les gens réagissent? L'extrémiste, il n'est pas du côté des gens qui descendent dans la rue et qui en ont marre qu'on les écoute. Cher monsieur, qu'à force de prendre avec arrogance l'ensemble du peuple, à force de mépriser, à force de mentir sur le nombre de gens qui descendent dans la rue, il ne faut pas s'étonner. Si les gens se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nous écoute, simplement qu'on nous écoute, qu'on arrête de nous mentir. 50 000 personnes dans l'acte 8, j'y étais, monsieur. J'étais entre l'hôtel de ville et l'Assemblée nationale. Quand on était à l'Assemblée nationale, où les CRS bizarrement nous ont bloqués, les gens n'étaient pas encore partis de l'hôtel de ville. Et on ose nous dire qu'il n'y a eu que 50 000 personnes sur toute la France. Comment ces gens osent mentir à ce point à l'ensemble de la France? Ça, c'est de l'extrémisme. Oui, c'est scandaleux. Vous vous souviendrez que le président de la République, dans une de ses interventions, et je ne savais pas à qui il faisait allusion, a dit désormais il faudra que les chefs de grandes entreprises, les responsables de grandes entreprises françaises soient domiciliés fiscalement en France. Eh bien maintenant on a en tout cas une partie de la réponse. Vous pensez qu'Emmanuel Macron pensait déjà à Carlos Ghosn à ce moment-là? Je ne sais pas, je ne lui en ai pas parlé, mais je vois bien que cela correspond à une situation précise. Et vous voyez bien que tout cela, c'est une rupture du pacte fiscal et du pacte civique. Je voudrais vous montrer le tweet qu'a posté Benjamin Griveaux il y a quelques minutes à peine. Donc, on lynche des policiers, dit-il, on chante la quenelle de Dieudonné à Montmartre, on reprend les codes des années 30 pour renverser la République, on décapite l'effigie du président, derrière c'est on, un seul visage, lâche, raciste, antisémite, putschiste. Stop, signé donc Benjamin Griveaux. Jérôme Rodriguez est en notre compagnie. Vous êtes un des Gilets jaunes ayant préparé la manifestation. Peut-être une première réaction à ce tweet de Benjamin Griveaux? Ouais, franchement, ça me désole d'avoir des hommes politiques qui se permettent de traiter les Français comme ça. Ça veut dire quoi? Je suis un putschiste, moi? Je suis un raciste? Monsieur Griveaux, je défends mes droits. Je défends ce qu'on n'a plus depuis 40 ans. Je défends de ce que je n'ai plus depuis 79. Je suis né en 79. On nous appelle une génération sacrifiée. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. Je lui réponds directement parce que ça m'énerve. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. J'ai été sevré au biberon, au bisphénol A. J'ai mangé des jouets au phtalate. On nous a vaccinés à je sais pas quoi. On nous a foutu du fluor dans la bouche. On est une génération sacrifiée et polluée. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne suis ni raciste, je ne suis ni violent. Je veux simplement revendiquer nos droits. Ça fait trop longtemps que ça dure. Cette nouvelle France que vous nous promettez, elle reste dans la vieille France. Donc ça suffit, ce genre de petites phrases. Parce que si moi je me permettais de l'insulter comme je me sens insulté par son tweet, d'accord, si moi je l'insulte, on vient me chercher chez moi en garde à vue. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut peut-être que ces gens-là mesurent un petit peu leurs paroles. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, qu'à défaut d'avoir des tweets comme ça, que des politiques s'excusent pour le mal qu'ils ont fait aux Français. Tout simplement. Parce que derrière ces racistes, derrière ces putschistes, déjà demandez aux 3/4 des gens ce que veut dire un putsch en France. Je suis pas certain qu'ils le sachent. Ok, ou alors on a les militaires derrière. Enfin, moi ça me désole de voir des choses pareilles. Mais un tweet comme ça, il croit qu'il va arranger les choses, ce monsieur. Il croit que les choses vont s'améliorer. Mais il est clair qu'à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les gens s'énervent. Et l'énervement mène à la violence. Je ne cautionne pas les images qu'on a vues avec les policiers. Je ne cautionne pas ça du tout, d'accord? Mais on va faire la réaction est disproportionnée à votre sens. Elle est complètement parce qu'on va faire un effet de loupe sur 5 minutes de violence par des gens qui ne sont pas gilets jaunes, d'accord? Et qui vont démontrer, qui sont l'exact contraire de ce que j'ai vu aujourd'hui, qui sont l'exact contraire de la manifestation pacifiste qui s'est déroulée tout au long de la journée sur Paris. C'est pas ces 5 minutes-là et un vieux tweet d'un politique que je ne sais même pas qui il est, qui va venir nous gâcher le mouvement. Ça commence à bien faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être respecter un peu les Français, parce que si vous voulez qu'on vous respecte, vous, politiques, donnez-nous le respect. Simplement le respect. On est des gens intelligents, du haut de votre verbo et de votre grande éloquence. On vous comprend, on vous entend. On n'est pas des bêtes. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent
l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est désormais dans un combat politique qu'ils sont engagés pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. Et d'ailleurs, ceux qui appelaient à débattre ne veulent pas participer au grand débat national. En m'approchant de la Bastille, j'ai vu que ça partait un petit peu en violence. Donc moi qui prône le pacifisme, j'ai voulu aller récupérer quelques jaunes qui étaient sur la Bastille pour leur dire de dégager d'ici, parce que c'est pas les jaunes qui sont violents, ce sont d'autres personnes qui viennent s'en prendre à la police. Et pour justement éviter que mes copains perdent un œil, c'était d'aller les récupérer et faire en sorte qu'ils sortent de là. De là, il y a un mouvement policier qui part dans un sens. Moi je me recule pour les filmer. À cet instant précis-là, je vois un mec avec un LBD dans la main, enfin un policier, et je remarque pour moi il n'a pas de caméra. Et je me recule à ce moment-là pour les laisser charger, pour leur laisser le libre accès à leur action, et je me prends une grenade au bas des pieds qui m'assourdit, et tout de suite après je me prends un tampon dans l'œil. J'ai été attaqué 2 fois par une grenade, alors qu'il y avait il chargeait dans un sens, alors qu'il y avait une dizaine de gilets jaunes derrière moi qui venaient de se faire, qui allaient s'en aller, donc on n'était pas un groupe massif prêt à attaquer, au contraire, et je me prends une grenade au bas des pieds et l'impact du LBD tout de suite après derrière dans l'œil. Donc j'ai été visé, quoi qu'il arrive, délibérément. Je suis une figure du mouvement, du moins à l'échelle de la manifestation parisienne, et j'ai été plusieurs fois pointé du doigt par la police sur d'autres manifestations, donc je pense qu'ils savaient très bien sur qui ils tiraient. 1h30 hier. À bord d'un engin de chantier, des individus enfoncent la porte du secrétariat d'État rue de Grenelle à Paris. Une intrusion violente dans les bureaux de Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement se trouvait alors à l'intérieur du bâtiment. Vers 4h30, moi j'étais avec une partie de mon équipe en train de travailler et les personnes ont dérobé manifestement un engin de chantier qui était dans la rue et ont défoncé la porte du ministère, qui n'est pas que mon ministère, d'ailleurs qui est le ministère également des relations avec le Parlement. Ils ont également défoncé la grille, ils ont cassé 2 voitures et quelques vitres. Benjamin Griveaux et son équipe ont été immédiatement mis en sécurité. Les dégâts sont impressionnants. Voici la porte du ministère, éventrée, et sur cette photo une voiture de fonction, pare-brise explosée. C'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République, c'est les institutions. C'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Disons-le clairement et sans vouloir généraliser, derrière les gilets jaunes, il y a des gilets bruns. C'est une partie du mouvement, une partie seulement, mais il y a venu de cette mouvance d'extrême droite des figures, des porte-paroles qui structurent et représentent les gilets sur les plateaux télé et qui ne disent pas toujours publiquement d'où ils viennent et ce qu'ils pensent. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas... Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. C'est une hypothèse en tout cas qui est soulevée par des journaux tout à fait sérieux égyptiens. Donc il y a aussi ces questions-là qui sont à se poser. Ces casseurs de banlieue existent depuis des années, mais intégrés dans ces mouvements, il y avait manifestement des drapeaux qui correspondraient à ce genre de revendications. Bonne année, quelle bonne... Une nouvelle porte. Ça y est, une nouvelle porte au ministère. Bah oui. Une nouvelle porte. Ça y est. Moi, mon sortie, c'est fini. Samedi prochain, c'est le dernier. S'ils arrivent encore à tenir un samedi, c'est déjà du miracle. Et samedi prochain, c'est nous qui aurons la mainmise en fait sur tout ça, et c'est nous qui allons décider de ce qui se passera, je pense. Hein. Et l'histoire de l'ONU, c'est il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre. C'est chaud. Bah là, s'il fait ça, ils vend la France carrément. C'est un coup dur pour l'image publique de Danny Boone. Mediapart affirme dans une enquête et documents à l'appui que le comédien français a enchaîné les résidences fiscales à l'étranger avec des investissements dans des fonds spéculatifs controversés, de l'optimisation fiscale qui ne serait pas illégale, mais qui trancherait avec les propos de la star des ch'tis qui affirmait il y a un an payer 50% d'impôts en France. Un terme qu'on attribue aux dictatures régulièrement montrées du doigt par nos médias, par contraste avec nos démocraties occidentales où règne la liberté de la presse. Mais un livre révolutionnaire sorti il y a 30 ans, La fabrique du consentement, d'Herman et Noam Chomsky a définitivement balayé cette idée reçue. L'idée reçue que les peuples des démocraties sont plus libres d'exprimer leur volonté que dans les dictatures. L'idée reçue que nos médias assurent un rôle de surveillance du pouvoir en place. L'idée reçue qu'ils informent objectivement le public en diffusant une pluralité d'opinions pour nous faire participer au processus démocratique. Car en réalité, les médias fabriquent notre consentement. Ils ne nous disent que ce que le pouvoir en place a besoin de nous faire savoir afin que nous restions dans les rangs. Notre système médiatique fonctionne comme une machine à propagande
qui utilise 5 stratagèmes ou filtres. Le premier filtre concerne le contrôle que procure la propriété des médias. Les médias de masse sont de grandes entreprises qui font souvent partie de conglomérats plus gigantesques encore, dont le principal but est de faire du profit. Du coup, le journalisme critique n'étant pas un vecteur de profit, se retrouve loin derrière les intérêts de ces entreprises géantes. Le second filtre provient de la publicité payée par les annonceurs à qui il faut toujours plaire, et qui donc détermine considérablement le contenu des grands médias. Leur coût de fonctionnement étant assuré par la publicité, les annonceurs leur achètent de l'audience, c'est-à-dire notre attention de consommateur qui doit être formatée pour les satisfaire. Le troisième filtre est la source d'informations sous contrôle de l'oligarchie qui la transmet aux médias comme référence officielle. Les gouvernements et les grandes entreprises fournissent les médias en scoop, annonces officielles et autres interviews d'experts, se rendant indispensables au processus journalistique. Ainsi, le journalisme est complice du système pour lui être intimement lié. Car si vous défiez réellement le pouvoir, vous serez poussé dans la marginalité. Vous ne serez plus membre du club, vous perdrez votre carte VIP et vous n'obtiendrez pas votre reportage. Et c'est là qu'entre en jeu le quatrième filtre. Des contre-feux et moyens de pression assaillent les journalistes, les lanceurs d'alerte, les sources qui s'éloignent de la pensée unique imposée. Lorsqu'un discours est gênant pour l'oligarchie, la machine à dénigrement se met en action, discréditant les auteurs, salissant les propos, cherchant à détourner la conversation et à faire diversion. Ce qui incite tout naturellement les journalistes et les médias à s'autocensurer d'emblée. Enfin, le cinquième filtre indispensable pour forger le consentement est la désignation d'un ennemi commun. Communisme, terrorisme, migrants, un épouvantail effrayant qui assure le contrôle de l'opinion publique. 5 stratagèmes pour la machine à propagande de nos démocraties. 5 filtres pour une lessiveuse médiatique globale bien huilée. Le consentement se fabrique tout autour de nous, tout le temps. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique.